On va pouvoir passer un petit peu à faire un tour de table. Donc, tous les intervenants de ce soir qui peuvent participer, donc répondre un petit peu à différentes questions. Donc, si vous voulez réactiver vos caméras, histoire qu'on puisse vous voir un petit peu. Alors, on va peut-être commencer par une question, la question la plus populaire dans le question-réponse. Ça serait plutôt en fait donner un petit peu votre opinion sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de plateformes. Il y a les sites Biolovision, il y a plein de sciences participatives, plein de projets différents, il y a Viginature, plus il y a les sites régionaux. Donc ça fait, c'est vrai que au niveau pour l'observateur, il est peut-être un petit peu perdu dans toutes ces différentes plateformes. Et donc la question, à quand une fédération de ces sites? Donc un petit peu savoir quelle est votre opinion sur ce sujet. Benoît, tu veux démarrer? Ouais, je peux démarrer. C'est évidemment effectivement un problème pour les observateurs, mais aussi pour les gens qui étudient ces données, parce que travailler sur des données qui proviennent de diverses bases de données qui ont été collectées par des moyens différents, c'est compliqué. Donc, il y a un effort très conséquent qui est fait pour essayer d'uniformiser tout ça. C'est compliqué parce qu'il y a, il y a plein de programmes qui naissent avec des initiatives diverses par des personnes diverses. Enfin, donc, il y a plein de choses qui naissent un peu à droite et à gauche et on essaye effectivement d'uniformiser. Au muséum, à Viginature, on essaye d'uniformiser des suivis qui traitent de groupes différents, de papillons, d'oiseaux, de plantes. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et le système Biolovision de la LPO, enfin, je vais laisser peut-être Laurent répondre là-dessus, mais il y a un énorme travail qui est fait pour uniformiser toutes les bases régionales et faire une base nationale. Peut-être Laurent ou quelqu'un d'autre de la LPO peut compléter. Oui, bonsoir. Donc, en effet, c'est toujours très compliqué. Je ne sais pas si je suis audible. Caroline, c'est bon? Tu es audible, mais par contre, on va peut-être te présenter du coup, parce que donc on Pardon. a Laurent Cousy, qui est donc le responsable du service connaissance de la LPO, qui va intervenir demain, mais qui est aussi avec nous cette soirée. Donc, vas-y, tu peux intervenir. Ouais, donc sur cette question des outils, alors, oui, ça peut paraître confus, et en même temps, l'ensemble des bases de données locales, dites Visionature, ou les faunes, faune Bourgogne, faune Franche-Comté, faune Auvergne, faune Nouvelle-Aquitaine, ou Aquitaine, que sais-je. En fait, tous ces systèmes sont complètement synchronisés avec Faune France, et en fait, c'est un seul et même outil. Alors, quand je dis ça à Benoît, je sais ce que tu penses. Oui, il y a quelques soucis de synchro sur des questions très précises, etc. Mais dans l'immense majorité, et singulièrement sur les données protocolées qu'on évoque ce soir, mais dans l'immense majorité, c'est totalement synchrone. Et évidemment, l'application mobile naturaliste n'est qu'un point d'entrée pour ces données, mais c'est le même et unique système. Et en effet, ce que tu disais, c'est qu'on mène ce travail notamment autour de Faune France, pour que demain, les outils locaux soient peu à peu remplacés par ce qu'on appelle des portails miroirs, mais au fond des clones de Faune France adaptés à chaque territoire, et y compris en Outre-mer d'ailleurs, c'est en cours de déploiement, précisément voilà, pour que finalement, là derrière, tout ça devienne assez transparent pour l'observateur. Après, euh, on le sait, autour des dispositifs qu'on voit ce soir, le stock, mais pas seulement, le choc de main, etc., on a des choses on a à progresser en effet sur la synchro entre ces différents points d'entrée. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'outils que ça, en fait, en tout cas, s'agissant des sujets qu'on est en train d'aborder. Je rappelle juste un point, ne confondons pas les outils de collecte et les outils de restitution des résultats. Donc ça, là, pour le coup, je peux comprendre que la confusion soit évidente, parce qu'en effet, il y a des choses sur Faune France, il y a des choses sur les portails locaux. Demain, je vous présenterai un outil un projet qui va s'adosser à un outil qui, j'espère, va aider à
concentrer un peu l'information sur un seul endroit, mais ne rêvons pas, sans doute, il y aura toujours des informations un peu partout. Mais voilà, s'agissant des outils de collecte, à la fin, la sphère Faune France, c'est-à-dire avec les bases locales, l'application mobile, en fait, c'est un seul et même outil. Donc, il n'y a pas... Justement, on a essayé de tendre vers cette simplification, même si voilà, on peut comprendre que ça ne le soit pas. Pour autant, sur la restitution, le porter à connaissance, ouais, là, il y a sans doute un chantier aussi à mener. Ouais. Mais ceci dit, il me semble que c'est prévu mercredi. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si les autres coordinateurs au niveau régional, justement, vous qui utilisez des bases régionales ou des retours d'observateurs, si vous avez des commentaires particuliers sur ce sujet ou si on passe à un sujet peut-être un petit peu moins technique. Arthur ou Régis, non? Ouais, bah, on peut que encourager ces démarches-là et effectivement, les observateurs attendent ce genre de choses, donc bah, tant mieux si ça arrive bientôt et on y contribue aussi nous localement. Eh ben, du coup, maintenant, on va peut-être repartir sur des questions un petit peu plus sur le stock et un petit peu plus, on va dire, ouais, un petit peu moins technique, mais notamment sur les résultats du stock. Donc, on a eu certaines réactions, notamment la question, c'est après avoir constaté les évolutions des populations d'oiseaux, donc ce qu'on fait, donc c'est vrai que le stock, c'est ça, c'est donc d'évaluer l'état de santé des populations. Quel poids avons-nous auprès des décideurs? Est-ce qu'il y a des obligations légales? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que c'est bien de suivre les oiseaux et de dire c'est en déclin, mais quel impact ça a pour les actions de conservation? Alors, c'est une question qui est pas simple. Enfin, la réponse est assez simple. En fait, le poids du stock, il n'y a aucun poids légal. Il n'y a pas d'obligation qui est tirée des résultats du stock. Simplement, le stock et les résultats de ces suivis, ils permettent d'appuyer, enfin, ce que je disais tout à l'heure, d'argumenter auprès des décideurs pour dire bah, il y a un problème à cet endroit-là ou à cet endroit-là, il faut faire quelque chose. Donc, évidemment, il n'y a aucune obligation aux décideurs de suivre les recommandations qu'on fait, mais plus on est nombreux à participer au stock, plus il y a de participants, plus les résultats seront robustes, et plus les décideurs seront obligés contraints à essayer à suivre ce qu'on demande. Donc non, il n'y a pas d'obligation, mais ce que je disais encore tout à l'heure, l'écho médiatique qu'on a eu en 2018 a été très fort. Enfin, on a été, à la suite de ce communiqué de presse et de tous les articles qu'il y a eu, on a été convoqué au Sénat pour expliquer aux sénateurs quel était le problème des oiseaux dans les milieux agricoles. Ce n'était jamais arrivé avant. Donc, bon, bah, c'est des tout petits pas, c'est loin d'être suffisant. Moi, je suis le premier à être frustré par le fait que ça fait 30 ans qu'on compte les oiseaux et qu'il ne se passe quand même pas grand-chose. Mais bah, on essaye quand même de contribuer comme on peut avec nos moyens d'ornitho pour faire bouger les choses. Peut-être les autres intervenants ont autre chose à ajouter. Ce qui est intéressant, et j'allais rebondir sur ce que tu disais, Benoît, effectivement, à l'occasion en 2018 de cette campagne médiatique, l'avantage de ces suivis stock, c'est qu'on a des données qui sont incontestables et qui ne sont pas contestées. Les personnes viennent nous dire non, les tendances que vous nous indiquez sont fausses. Avec l'échantillonnage qui est obtenu sur la France, les données, la robustesse des tendances est incontestable. Et ça, c'est très important. Et aussi, pour nous, associations locales sur le territoire, c'est des choses qui nous permettent d'argumenter face aux décideurs politiques. Et donc, c'est vraiment des points sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de faire évoluer favorablement les choses vers une meilleure prise en compte de la biodiversité. Je voulais juste renchérir aussi que
ces tendances, elles permettent de calculer des listes rouges. Et ces listes rouges sont utilisées ensuite dans nombreux projets d'études, quand il y a des constructions d'autoroutes, de supermarchés, etc. Les espèces qui sont présentes sur ces sites, et ben, on voit les bureaux d'études vont les analyser grâce à ces listes rouges. Donc, ça peut avoir aussi un biais et une action sur la suite, sur l'évitement de ces projets ou de réduction en tout cas. Oui, puis je voulais aussi un petit peu ajouter que notamment donc, on en dérive des indicateurs qui sont reportés au niveau national, mais aussi au niveau international, puisque ces données-là, elles sont notamment utilisées pour le rapportage européen et donc pour tout ce qui est planification de la conservation à ce niveau-là. Donc, ce sont des suivis qui sont nationaux, mais qui ont quand même aussi une ouverture même plus large. On a une autre question qui est assez spécifique sur les tendances. Et donc, on nous demande en fait comment expliquer la diminution des espèces qui sont spécialisées plutôt dans les milieux bâtis, puisqu'en fait, on s'attendrait que ce sont des espèces qui ont tendance à s'adapter et donc à aller plutôt bien. Donc, quel serait votre avis là-dessus? En fait, les espèces spécialistes du milieu bâti, c'est en général des espèces qui, avant qu'il y ait des villes, qui nichaient dans les zones rocheuses, dans les falaises, etc. Donc, c'est par exemple les hirondelles, les martinets, les rouge-queue à front blanc, et puis des oiseaux assez opportunistes comme la pie bavarde ou la tourterelle turque qui est arrivée il n'y a pas très longtemps en France. Mais c'est des espèces qui ont trouvé dans les villes un habitat de substitution, qui restent souvent assez communes en ville, mais qui malgré tout souffrent comme toutes les autres espèces de ce qui, notamment de la diminution du nombre d'insectes à cause des pesticides. Alors ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, puisque maintenant dans les espaces verts en ville, il n'y a plus le droit d'utiliser des pesticides. On va peut-être voir quelque chose, mais c'est un peu tôt encore pour voir ça. Et puis, c'est l'autre chose, enfin, un facteur qui leur nuit, c'est des espèces souvent qui nichent dans les trous de murs, enfin les trous des murs des bâtiments. Et dès qu'on ravale les murs, dès qu'on nettoie, dès qu'on bouche les trous, ça les empêche de nicher. Il y a peut-être aussi des choses liées à la pollution due aux voitures, mais ça, c'est moins sûr. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a plein de raisons pour qu'en ville, ça aille pas mieux qu'ailleurs. Je ne sais pas si Arthur, Régis ou même Anthony, bon, c'est peut-être moins urbain, si vous avez d'autres avis sur… Ouais, je pensais juste notamment aux espèces chardonneret, verdier, des espèces granivores qui finalement se nourrissent aussi à la fois en ville, mais aussi dans les milieux agricoles qui sont autour. Et la disparition des friches, de tous ces espaces qui étaient nécessaires à ces oiseaux pour s'alimenter, qui disparaissent petit à petit, peuvent être aussi une cause de disparition des oiseaux urbains. On va passer peut-être sur une question qui a été assez récente, on va dire, puisqu'on nous pose la question de l'année dernière, le stock de l'année dernière, comment le confinement a perturbé le protocole. Et donc là, ça a pu perturber un petit peu tout le monde. Et donc, attendez un petit peu de voir vos retours d'expérience en tant que coordinateur. Je vais intervenir, oui. On était un peu vexés de ne pas pouvoir sortir sur le terrain, bien évidemment. Et ça doit certainement apporter un bien, mais nous, en Poitou-Charentes, enfin en Vienne toujours, moi je suis coordinateur de la Vienne, on a pu faire notre deuxième passage, mais le premier passage a été autorisé seulement pour les salariés, ceux qui pouvaient le faire dans le cadre professionnel. Et donc, la 20-25 carrés qui sont faits chaque année depuis
18 ans maintenant, pour l'année 2019, 2020, pardon, on a eu effectivement un manque. Je ne sais pas comment ça sera analysé après. Je laisse Benoît peut-être. Alors, effectivement, on est en train de réfléchir justement à ce problème de l'analyse des données de 2020, puisque, comme tu viens de le dire, le deuxième passage s'est fait à peu près normalement, alors que le premier, il a été très perturbé parce que c'était pendant le confinement. On n'a pas encore la réponse. Ça ne va probablement pas jouer pour les espèces, les migrateurs longue distance qui sont présents plutôt au deuxième passage, qui ne sont pas encore là au premier passage. Donc pour eux, on va avoir des tendances comme les autres années. Pour les autres, on ne sait pas encore, mais c'est un problème sur lequel on est en train de se pencher. Voilà, sinon, nous, au niveau de la participation, au niveau national, ça a eu un impact. Il y a eu moins de participation au premier passage. On s'est battu pour avoir l'autorisation pour obtenir des dérogations. On a sans succès, malheureusement. Et voilà, on va savoir dans quelques semaines ce que ça a donné pour les données. Et je rebondis juste sur l'aspect participant, où on s'est demandé aussi si effectivement le fait qu'il y ait ce confinement, que certaines personnes arrêtent et ne reprennent pas les carrés les années suivantes. Donc on va voir cette année en 2021, mais après finalement en 2020, on a eu autant de carrés réalisés au deuxième passage que ce qui a été fait les années passées. Donc c'est plutôt rassurant, les gens ont joué le jeu et sont toujours motivés, donc c'est bien. Pour le choc en décembre, là, courant novembre, on avait fait les démarches pour pouvoir obtenir les dérogations au cas où en décembre on aurait été confiné, ça peut être le cas, mais on avait obtenu ces dérogations pour faire le choc en décembre malgré un confinement. Donc les choses s'améliorent. Et Anthony, chez toi en Guadeloupe, il y a eu des effets du confinement. Le stock, ça a été touché, ou est-ce que, c'est vrai qu'on n'a pas trop suivi en Guadeloupe quelles étaient les mesures sanitaires, mais est-ce que du coup le stock ou même d'autres suivis ont été impactés par les mesures? Oui, même période, en fait, le premier confinement, c'était la même chose qu'en France. Donc, le premier passage a été perturbé. À titre perso, j'ai pu faire quand même tous mes circuits stock. J'en ai pas la moitié des points, mais enfin, j'en ai quand même pas mal sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et j'avais, avec la dérogation, le petit feuillet à remplir, on a pu justifier. D'ailleurs, je me suis fait contrôler plusieurs fois par les gendarmes. Mais j'étais en règle puisque c'était dans le cadre professionnel pour moi. Merci bien. Alors, on a une autre question qui est, d'ailleurs, on va finir la soirée sur cette question-là, puisque on est déjà quasiment 20 h. Et donc, c'est une question qui est très générale. C'est quelqu'un qui est intéressé pour faire du stock et qui est débutant et qui demande un petit peu quelles connaissances ornitho pour faire un suivi. Donc là, c'est l'occasion d'essayer de motiver les gens et de les encourager et de leur donner envie. Donc, je vous passe la main. Peut-être qu'on va commencer par Benoît au niveau national et puis ensuite un petit tour de table avec les différentes régions. Vas-y. Alors, je dirais qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Le stock, certes, il faut connaître un peu les oiseaux, mais c'est à la portée la plupart des gens qui s'intéressent aux oiseaux sont capables de faire du stock. Au début, on se dit c'est pas possible, il faut reconnaître tous les oiseaux au champ, j'y arriverai pas. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, la plupart des oiseaux que vous allez rencontrer sur vos points, c'est des oiseaux communs. Et la plupart, si vous passez un peu de temps dehors et si vous donnez un petit peu de mal, vous saurez les reconnaître au champ. Donc, le mieux, c'est d'aller vérifier sur le terrain si on y arrive. Les coordinateurs locaux, ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous accompagner. Je ne parle pas à leur place, mais en tout cas, ils sont là pour vous accompagner dans cette démarche. Et je répète, là, le quiz en ligne qu'on est en train de préparer, je pense que ça va convaincre beaucoup de gens qu'ils ont les compétences pour le faire.
Mais bon, je laisse parler les gens qui sont sur le terrain. Oui, il est important d'aller sur le terrain et tester, hein, parce que c'est vrai que devant l'ordinateur, c'est pas toujours évident. Donc. Mais le fait d'entendre un oiseau et puis de le visualiser, par exemple, dans les jumelles, c'est un bon moyen d'apprentissage. Il y a aussi peut-être un moyen de se tester, on en parlera demain, mais avec les époques, les points époques, ça peut être un moyen de se tester. On sort sur le terrain et puis on lance l'application qui nous permet de chronométrer sur 5 minutes et puis vous allez vite voir si vous arrivez à détecter quasi tous les oiseaux ou bien vous avez un gros manque. Mais cette application époque là, dont on parlera demain, c'est un bon moyen de se tester sur le terrain. Et moi, toujours, toute personne qui est motivée par ces suivis, il ne faut pas qu'elle hésite à nous contacter. On organise des formations assez souvent sur les champs d'oiseaux. Il y a possibilité d'accompagner les salariés. On a mis en place des carrés stock écoles, où c'est un carré stock où des nouveaux bénévoles qui veulent s'investir dans ces carrés peuvent accompagner un salarié qui va leur raconter tout le protocole durant toute la matinée du stock. Donc voilà, on met en place des choses, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter les associations locales et toujours bien avoir en tête que toutes ces données servent à de nombreux résultats et serviront peut-être un jour aux décideurs politiques de les influencer un peu plus. Donc, faut pas hésiter, il faut y aller. Anthony, si toi tu as besoin, d'ailleurs il y avait une question spécifiquement pour toi en Guadeloupe à propos des sciences participatives. Comment évolue le nombre de participants? Est-ce que ça prend de l'ampleur? Et comment tu essaies de motiver des gens à aller sur le terrain? On a clairement un problème de relève et on va dire de personnes du pays, comme on dit ici. Donc, il faudrait vraiment, c'est un petit peu ce que souhaite développer l'association Amazona. On aimerait vraiment qu'il y ait plus de gens d'origine guadeloupéenne qui s'investissent dans ces suivis. Moi, je suis arrivé il y a un petit peu plus de 20 ans en Guadeloupe. Bon, là, j'ai vu quand même l'évolution. On va dire qu'au départ, les sorties de l'association, c'était que des métros. Hein, et maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Il y a plus de la moitié maintenant qui sont vraiment des Antillais, des mamans qui viennent avec les enfants, des familles entières qui viennent aux sorties et qui prennent plaisir. On développe aussi un petit peu sur les papillons. Donc, nos sorties ont du succès. Donc, on espère que voilà, les petites graines qu'on est en train de planter en ce moment vont pouvoir donner quelque chose dans le futur. On se rapproche de l'université aussi ici. Il y a de plus en plus d'étudiants guadeloupéens, guadeloupéennes pour le coup, qui commencent à s'investir sur des études en environnement, qui font des stages sur le terrain. Donc voilà, on aura certainement un petit peu de temps avant de récolter un petit peu les efforts qui sont mis en place maintenant. Mais bon, on est encore jeune, on a encore le temps de passer le relais. Eh ben super, on va finir la soirée. Donc il nous reste à remercier donc tous les intervenants ce soir donc, qui nous ont fait vraiment découvrir ce protocole, donc le suivi temporel des oiseaux communs d'une manière un peu plus approfondie et sous différents angles. Donc c'était vraiment, j'espère que tous les participants, tous les spectateurs de ce webinaire ont trouvé ça intéressant. Donc un grand merci pour votre temps. Bien entendu, on ne peut que remercier tous les observateurs, tous les bénévoles qui vont sur le terrain parce que le stock, c'est eux qui le portent, c'est eux qui donc nous permettent de partager à ce genre de travail. Donc c'est quelque chose d'énorme d'avoir autant de participants qui vont bénévolement comme ça. Et puis donc aux coordinateurs, donc certains qui sont ici et puis tous ceux qui sont aussi dans les participants en ce moment et qui nous aident vraiment à porter ces protocoles. Donc, on va conclure cette soirée-là. Demain, retour, même heure, même endroit. Donc, ceux qui ont le lien Zoom, c'est le même lien, il n'y a pas de souci. On remettra en place le YouTube Live. Et puis, demain, on parle d'autres dispositifs de suivi, donc sur les oiseaux de montagne, sur les oiseaux hivernants, on va parler de l'époque, on va parler d'ODF. Et puis, donc, voilà, bonne soirée à tous et puis bonne soirée à vous, messieurs.
Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée de la Guadeloupe, à bientôt, bye bye.